Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Nîmes du compte Twitter et du magazine associé Rage Culture Mag. Donc, vous pouvez retrouver leur compte Twitter arrobase Rage Culture Mag. Aujourd'hui, la thématique, ça va être de parler un petit peu du mouvement e-hack, donc le Effective Accelerationism, avec mon bel accent. Euh, L'envie aujourd'hui, c'est vraiment voilà, de parler de ce magazine, de voir un peu de quoi il en retourne et de parler du mouvement en lui-même, puisque voilà, ça traite pas mal de sujets d'actualité qui peuvent être aussi bien économiques, philosophiques, politiques, c'est de l'IA. Et évidemment, avec l'arrivée d'un président libertarien en Argentine, en la personne de Javier Milei, qui se déclare lui-même techno-optimiste, je pense que c'est très intéressant de pouvoir faire un parallèle avec ce mouvement qui est né sur les réseaux. Et donc voilà, donc j'ai la personne de Nîmes aujourd'hui qui publie sur le magazine Rage. Donc je vous le dis encore, sur Twitter, c'est @rage Culture Mag. Vous avez certainement dû les voir, ils sont très présents. Et donc voilà, donc ravi de t'avoir Nîmes. Comment vas-tu? Ça va très bien, Nico, et merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, comme tu l'as noté, effectivement, Milei se dit techno-optimiste. On peut noter que Musk, de son côté, est clairement accélérationniste, puisqu'il participe avec dans le mouvement IAC, mais il soutient aussi Milei, il a des tendances libertariennes, donc on voit qu'il y a des connexions entre les deux, et je pense que c'est intéressant d'en discuter, oui. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va revenir assez rapidement sur ces connexions. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment plutôt de cet angle-là. Mais j'aimerais surtout en fait en connaître plus sur le mouvement lui-même, sur ton magazine. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire profiter la communauté. Donc, si tu peux te présenter rapidement et bah, le magazine Rage. On dit Rage ou on dit à l'anglaise Rage ou comment vous le prononcez? Non, Rage, c'est bien, oui. En fait, Rage, ça veut dire Retire all government employees. Voilà, Ouais. mettez tous les employés du gouvernement à la retraite. Donc, C'est, on a déjà sur le côté libertarien, d'accord. oui, oui, il y a un aspect. Alors, c'est pas, pardon, c'est pas, c'est pas complètement libertarien, si tu veux, ça vient du mouvement qui s'est appelé, ou qu'on a appelé, il s'est pas appelé lui-même néo-réactionnaire, qui était porté par Curtis Yarvin et Nick Land, qui est le père de l'accélérationnisme. Qui a des fondements libertariens. Curtis Yarvin est très influencé par Mises et par Hoppe, mais il a développé sa propre pensée derrière, qui est un petit peu différente, qui rejoint par beaucoup de côtés le libertarianisme. Et c'est lui qui avait proposé ce terme rage, donc en anglais de son côté, pour désigner cet acronyme. D'accord, d'accord. Donc ouais, raconte-nous un peu peut-être un peu la genèse du magazine et ce que vous faites. Ouais, donc le magazine est né en 2019. Il est né d'un groupe Facebook. À l'époque, les gens utilisaient Facebook. Je sais pas si ça se fait encore, moi je l'utilise plus. Mais à l'époque, il y avait un groupe Facebook qui avait été créé par deux personnes qui avaient tenté de rassembler des gens avec des tendances, une double tendance, plutôt libertarienne et plutôt identitaire. Donc rassembler des gens qui étaient des libertariens mais qui voulaient s'inscrire dans la continuité historique de leur pays, de leur civilisation, et des identitaires mais qui avaient des tendances libérales ou libertariennes. Voilà. Et donc de ce groupe, on était environ 120 personnes, est né le projet de Rage qui avait cette ligne particulière qui était portée par peu de personnes, voire pas de médias réellement à l'époque. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a pu réussir à faire connaître par ce positionnement qui était assez singulier, quoi. Quel est ce positionnement? Donc, on s'est dit prométhéen. En fait, on a tâtonné un petit peu entre cet aspect libertarien, cet aspect identitaire. Notre triptyque est liberté, progrès, identité. Et je pense que ça incarne bien notre ligne. Il y a tous ces aspects qui sont intégrés dedans. Et même si la réflexion s'est développée indépendamment de l'accélérationnisme, et c'est pour ça qu'on l'a appelé prométhéen au début, je pense que ça rejoint entièrement la pensée qu'avait développée Nick Land avec l'accélérationnisme. Euh,
dont on va pouvoir discuter après quels sont les fondements. Je vais pas commencer à parler de science tout de suite, mais voilà, juste dire ça, que ça peut, les deux choses peuvent se rejoindre, et je pense qu'on peut se dire aujourd'hui accélérationniste sans problème. Ouais, Euh, voilà pour le projet de Rage. Pour moi, donc je fais partie des cofondateurs. On était une dizaine au début, donc je suis un de ces 10. Les choses ont changé, des gens sont partis, des gens sont revenus. Donc en termes de personnes, ça a pas mal bougé. Aujourd'hui, on a eu une quinzaine d'auteurs réguliers, on va dire. Et donc on écrit sur les sujets qui sont liés à ce triptyque dont je t'ai parlé: progrès, liberté, identité. Donc on va avoir des articles plus libertariens, des articles plus pro-technologie, et des articles qui vont tourner autour de l'identité. d'accord, d'accord, d'accord. Et donc, comment dire, vous, par exemple, vous êtes en pleine croissance. Tu sens il y a un engouement Elon Musk, un engouement avec OpenAI, un engouement avec Milei. C'est un truc que vous voyez, vous, par exemple, sur Analytics, sur le compte Twitter, sur le site web, ce genre de métriques? Oui, alors on voit que ça monte de façon stable. Moi, mon but ces dernières années, c'était vraiment euh, d'asseoir un positionnement qui était le plus cohérent possible. Donc, en fait, je suis pas tellement intéressé. On n'est pas vraiment des activistes, si tu veux, quoi. Ça, c'est une distinction que Yarvin fait justement. Il va parler de passiviste. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est d'avoir le contenu le plus cohérent et le plus vrai possible. Alors, il se trouve que ça permet aussi d'avoir une croissance parce que ça offre ce positionnement singulier, quoi. Mais mon but n'est pas du tout d'être un activiste et d'avoir un projet qui buzz, quoi. C'est ça, c'est pas mon but. Il se trouve que il y a quand même une croissance, il y a des gens qui suivent parce qu'on va sélectionner des articles qui sont pertinents, qui sont intéressants. On est reconnu pour ça, quoi. On est reconnu pour avoir des articles de fond qui sont longs. Je demande aux auteurs de faire un minimum 1800 mots ou autour de 1800 mots, mais ça va souvent bien au-delà. On a des articles qui font plus de 16 000 mots. Donc, tu comprends que il y a déjà des barrières d'entrée, parce que les gens lisent peu. Simplement le fait d'avoir des contenus textes, c'est déjà une barrière en soi. Avoir des textes longs, c'est encore une autre barrière. Et des textes pointus, je peux dire qu'on est sur une toute petite niche. Donc en gros, voilà notre stratégie, c'est s'adresser aux gens intelligents sur Internet. Il y en a peu, mais quand ils nous trouvent, ils sont fidèles. Ouais, non, non, je comprends, et c'est assez admirable d'avoir une ligne, en tout cas, c'est tout à ton honneur d'avoir ce genre de ligne et pas d'essayer voilà, de manger à tous les râteliers et d'essayer de surfer sur n'importe quoi et de vouloir grandir grâce à ça. C'est vraiment tout à ton honneur. Vous êtes donc 100% écrit, pas de podcast, pas de YouTube. Pas pour l'instant. Je réfléchis à faire un podcast maintenant pour 2024 avec quelques auteurs. Pour l'instant, on a une chaîne YouTube, mais on poste que des versions audio des articles en fait, qui sont générés par l'IA. Donc c'est juste pour. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à l'écriture, et du coup ça touche un autre public. Ils vont venir écouter nos articles. Alors, ils se plaignent souvent qu'ils préféraient une voix normale, mais ça demanderait beaucoup plus de temps de les enregistrer soi-même, alors qu'avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est raccord avec notre positionnement, puisque nous, on est accélérationniste et on n'a pas de problème à utiliser l'IA, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce serait bizarre d'aller faire ça artisanalement, quoi. Non, non, très bien, très bien. Et juste une question, c'est quoi à peu près parce que tu as mentionné donc trois sujets. C'est donc la technologie, le mouvement IAC et l'identitaire. C'est quoi Ouais. la proportion dans vos articles? Vous essayez de faire un peu diviser en trois, ou ça va être des sujets qui vont être, on va dire, cross-topic, où vous allez aborder un peu de tout, ou c'est Il y beaucoup a, plus identitaire qu'accélérationniste, quoi. Ça se passe comment? alors, il y a pas, il y a pas de planification. On n'est pas des socialistes. Non, mais il n'y a pas de décision vraiment générale qui dit voilà, on va faire un peu plus d'identité, on va faire un peu plus de technologie. Je prends les articles qu'on me soumet. Ça, pour le coup, c'est artisanal, quoi. Il n'y a pas une démarche professionnelle autour du magazine, donc ça dépend des articles qui vont m'être soumis, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, les trois thématiques sont intimement liées, hein. C'est pas,
C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement cohérent. Même l'accélérationnisme de Nick Land admet une partie identitaire. C'est simplement qu'on va penser l'identité d'une façon qui va peut-être être plus singulière qu'elle n'a pu être fait jusque-là, quoi. C'est tout simplement, pour le dire simplement, tout organisme a besoin de croissance et de stabilité. Et donc, en fait, la stabilité, tu vas la trouver dans la préservation de ton intégrité, et c'est ça qui peut être lié à l'identité. Donc, il a besoin d'une malléabilité qu'il va trouver dans la liberté qui va permettre la croissance qui est le progrès, mais il a aussi besoin de stabilité pour pas se désintégrer dans le temps. Donc, pour le résumer le plus simplement, c'est comme ça qu'on pourrait lier ces trois aspects de notre triptyque, qui fait que il y a besoin des trois en fait. Donc, dans nos articles, ils vont nécessairement souvent être liés, même si parfois certains vont être penchés plus d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, et puis après, si vous avez cette ligne directrice depuis le début et t'as insisté sur le fait que c'était pas négociable, on va dire, et que voilà, c'était vos fondements, c'est normal de retrouver un peu les trois dans vos articles et que ce soit pas cloisonné, puisque pour vous, c'est une philosophie, c'est quelque chose qui a du sens ensemble, j'imagine, et peut-être que, enfin, en tout cas, selon votre point de vue à vous, on peut pas prendre l'un sans l'autre, ou l'un sans l'autre a peut-être moins de sens que si on réunit les trois, ton triptyque, comme tu dis, quoi. Bien sûr, mais tu peux voir que dans les actions de Musk, par exemple, qui incarne cela, hein. Il y a évidemment l'aspect progrès. Donc, comme j'ai dit après, il y a l'aspect libertarien, où il défend la liberté, il soutient Milley. Mais il va aussi à la frontière des États-Unis et il dit qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Mhm. Et parce que une nation en fait est comme un organisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle définisse ses frontières d'abord et qu'elle les protège. Sinon, bah, tu te désintègres, tu n'as plus euh, le, le contrôle sur ton destin et tu peux plus décider quelle est ton identité, quoi. Et donc, c'est extrêmement important. Et je pourrais y revenir après pourquoi on peut faire le parallèle entre un organisme et une société humaine. Je t'expliquerai quand on parlera vraiment des fondements de l'accélérationnisme. Mais on peut faire ce parallèle et il paraît évident que pour le cas de la société humaine, définir quelles sont les limites de cet organisme, ce super-organisme, passe par la définition des frontières et du contrôle de qui peut en faire partie ou pas, quoi. Ouais, bah, je trouve que c'est une super transition, c'est vraiment top de t'interviewer. Comment dire, du coup, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le e-hack? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les principes? Enfin voilà, si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui a 5 ans et qui voudrait en savoir plus, alors t'es pas obligé de parler aux auditeurs comme s'ils avaient 5 ans non plus, mais voilà. Ça, c'est vraiment la difficulté, tu vois, que j'ai quand je parle à des libertariens, ou même de façon plus générale, c'est que pour vraiment bien comprendre l'IA, l'accélérationnisme, il faut avoir des connaissances scientifiques d'abord en thermodynamique, en théorie de l'information, donc en cybernétique, et comprendre quel est le fonctionnement de l'évolution qui est lié à la thermodynamique et ce que sont des structures dissipatives telles que les appelle Ilya Prigogine. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans un de ces triangles, tu vois, où tu peux en avoir que 2 sur 3. C'est-à-dire que je vais essayer d'être accessible, succinct et précis. Mais en fait, si on veut que ça dure pas des heures l'émission, je vais devoir être plutôt accessible et succinct. Euh, alors peut-être que je vais peut-être pas assez précis, mais je vais faire de mon mieux. Après, l'avantage du format, c'est que déjà, si tu prends un peu de temps pour expliquer un concept, les gens peuvent le réécouter, prendre leur temps. Mais aussi, surtout, si on a des ressources à partager, évidemment, ce sera dans les liens de partage, dans les descriptions, etc., des posts différents où ça va être mis en ligne. Et donc, pour aller, on va dire, un petit peu plus loin sur ce genre de concept, où tu auras peut-être été un peu succinct pour des restrictions de temps, quoi. Ouais, pas de souci. Ben, je vais faire au mieux, quoi. Donc déjà, pour expliquer ce que c'est l'IAC, il faut comprendre que c'est une branche de l'accélérationnisme, quoi. L'accélérationnisme, c'est un mouvement, une philosophie qui a été développée dès les années 90 par un penseur qui s'appelle Nick Land. Euh, il a commencé avec des textes qu'ils appelaient Meltdown, Machinic Desire, qui étaient assez cryptiques, mais qui mettaient en avant que depuis la Renaissance, en gros, il y avait un mouvement
capitaliste et ce qu'il a appelé après le techno-capital, donc le mélange du capital et de la technologie, qui va en s'accélérant. C'est une singularité, ni plus ni moins, quoi, ce qu'on appelle la singularité technologique, est en fait l'aboutissement d'une singularité techno-capitaliste qui a commencé avec les processus capitalistes depuis la Renaissance, quoi. Même lui, il fait partir depuis l'arrivée du zéro, l'intégration du zéro dans la culture européenne, qui permet les processus financiers et donc cette révolution capitaliste qui est le début d'une singularité qui devrait avoir pour terme l'avènement de la singularité technologique. Voilà la base de ce que pense l'accélérationnisme, qui, j'allais dire prône, mais en fait, c'est pas vraiment prescriptif, c'est vraiment descriptif, ce que dit Nick Land. Il observe qu'il y a ce mouvement qui va en s'accélérant, ni plus ni moins. Alors, sur quoi ça repose? Là où je peux expliquer les termes scientifiques. D'abord, ça repose en premier lieu sur la thermodynamique. C'est pour ça que tu verras que Bev Bezos, qui fait partie de l'IAC, donc comme je dis, c'est une branche de l'accélérationnisme. Il y en a eu d'autres avant, c'était quelque chose qui était très actif plutôt il y a 6-7 ans, où tu avais le RAC, LAC, UAC. Donc RAC, c'était Right Accélérationnisme, L, c'était Left, donc tu avais une branche droite-gauche. La gauche a disparu parce qu'en fait, c'était pas cohérent. Et le U, c'était unconditional, ça veut dire quoi qu'il arrive, il faut accélérer. Et c'est un mouvement qui était moins discuté ces dernières années, qui est revenu sur le devant de la scène avec l'IAC, qui est une nouvelle branche et qui a réussi à faire passer dans le mainstream. Voilà pour expliquer d'où vient l'IAC. Alors, quels sont les fondements de l'IAC? Tu verras souvent Bev Bezos parler de la thermodynamique. Pourquoi il parle de ça? Il faut bien comprendre qu'il y a au cœur de la thermodynamique. Au cœur de la thermodynamique, il y a ce qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire que ce qu'ils ont observé, en partant de Carnot avec ses systèmes fermés au début, les machines de Carnot, là, il observe qu'il y avait au sein de tout système une perte de l'énergie. Il va y avoir une part d'énergie qui est disponible pour un travail mécanique, donc il peut produire une action. Et quand une action s'effectue, il y a ce qu'on appelle une dissipation d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'énergie libre qui permet un travail mécanique qui se dissipe et qui n'est plus disponible pour un travail mécanique. C'est ça qu'on appelle l'entropie, en fait. C'est comme ça qu'on l'a perçu au début, c'est la dissipation d'énergie. Et ce qu'on sait, c'est que l'univers a commencé avec le Big Bang, avec une somme d'énergie totale qui va en se dissipant et l'univers devrait finir dans la mort thermique. Il y aura de moins en moins d'énergie disponible pour un travail mécanique et à la fin, il n'y aura plus du tout de possibilités pour le mouvement. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment le cœur de la réflexion au début. Euh, mais ce qu'on a observé, donc techniquement, on dit que l'univers devrait seulement aller dans cette direction, quoi. Mais on observe qu'il y a des entités qui sont au contraire organisées, qui vont dans le sens inverse, quoi. C'est ce qu'on va appeler des systèmes thermodynamiques ouverts, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'entropie, vers la mort thermique, ils vont vers plus d'ordre. Et c'est là que c'est important de comprendre ce que Ilya Prigogine appelle les structures dissipatives, parce que ce qu'il met en avant, c'est qu'on observe qu'il y a ces structures dissipatives qui vont s'auto-organiser pour aller vers plus d'ordre. Alors on dit, mais c'est bizarre parce que ça va à l'encontre de ce premier principe que j'ai énoncé, qui veut que l'univers aille dans l'autre sens, quoi. Et ce qu'il a mis en avant, c'est qu'en fait, ça va pas à l'encontre de cette seconde loi de la thermodynamique, parce que ces structures dissipatives s'auto-organisent pour générer plus d'entropie. Donc en fait, elles permettent à l'univers de générer de plus en plus d'entropie et de le faire de plus en plus vite. C'est là où on retrouve l'idée d'accélération. C'est que non seulement l'univers va dans cette direction, mais il y va de plus en plus vite. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'entropie, tu peux l'avoir d'une autre façon, et c'est ce qui a été intégré après par la théorie de l'information de Claude Shannon, qui a observé les messages informationnels et qui a vu que l'information suivait le même schéma. Il est tombé sur la même équation, en fait. Il en a parlé à un autre scientifique, l'autre scientifique lui a dit bah, c'est marrant parce que en fait, tu tombes sur la même équation que Ludwig Boltzmann avait énoncée pour les systèmes thermodynamiques ouverts. Il dit tu devrais l'appeler l'entropie, de toute façon personne ne comprend ce que c'est, tu vois, et ça te fera la promo. Je sais pas comment il a expliqué exactement, mais
en fait, c'est pas anodin que les deux soient les mêmes parce que ce qu'on a observé, c'est que l'entropie peut être vue d'un point de vue de l'énergie et de l'information. Et que ce qu'on appelle une structure dissipative, en fait, s'auto-organise en capturant de l'information sur son environnement pour dissiper l'énergie de plus en plus vite. Et donc ça, tu peux le voir, un organisme, ses gènes, c'est de l'information, en réalité, c'est de l'information sur son environnement qui est sélectionnée au fur et à mesure, et les organismes qui dissipent le plus efficacement l'énergie sont sélectionnés au fur et à mesure. Donc tu peux comprendre l'évolution de ce point de vue-là, comment ça fonctionne. C'est intimement lié à la thermodynamique et à la capacité à dissiper l'énergie, donc d'un point de vue de l'organisme lui-même et de façon plus collective de l'écosystème. Et donc tu peux faire le parallèle facilement entre un organisme, un individu, et les sociétés qu'on crée ensemble. Une société humaine est aussi une structure dissipative. Elle a le même but, ça va être de dissiper l'énergie, donc elle va acquérir des informations sur son environnement, nos bibliothèques, nos universités, nos entreprises privées qui possèdent des informations aussi. C'est ni plus ni moins que ça, ils vont acquérir de l'information sur leur environnement et dissiper l'énergie de plus en plus efficacement. Et le marché libre, c'est exactement la même chose, c'est aussi une structure dissipative qui suit les mêmes principes. Et c'est pour ça que qu'on va arriver à des conclusions similaires entre le mouvement accélérationniste et le mouvement libertarien, parce que le mouvement libertarien, même s'ils ils partent que du point de vue de l'individu, en réalité, ce qu'ils énoncent est vrai et rejoint ces connaissances qui n'ont pas forcément. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que en réalité, si tu prends les axiomes libertariens, tu peux les réinterpréter à l'aune de l'accélérationnisme. Quand Mises parle de l'action, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, on est une chaîne libertarienne, mais juste au cas où je peux, ou alors peut-être que tu veux le faire pour te donner la parole un petit peu, tu veux énoncer quels sont les axiomes des libertariens? Non, 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 je t'écoute avec grand intérêt. J'aime beaucoup ce que tu dis et j'ai plein de questions qui arrivent, donc vas-y, vas-y. Ok. Euh, donc pour rappeler quels sont les axiomes des libertariens, il y en a deux en fait. Le premier, c'est celui de Mises qui est sur l'action, qui énonce que on doit agir, on ne peut pas ne pas agir, et même si on voulait lui prouver qu'il a tort et qu'on voulait ne pas agir pour lui prouver qu'il a tort, en fait, on ferait une action par là. Donc c'est ce qu'on appelle une contradiction performative qui valide son axiome, qui dit qu'on on doit nécessairement agir et qu'on a forcément un objectif à l'action. Et le deuxième, c'est l'axiome de Hoppe de l'a priori de l'argumentation, qui dit, mais pour pouvoir dire quoi que ce soit, ce que je viens d'énoncer en fait sur l'action, pour pouvoir en faire une vérité, il faut d'abord être capable d'argumenter. Donc, l'argumentation est une action spéciale, plus fondamentale, qui c'est un cas particulier de l'action, mais en fait, c'est plus fondamental dans l'épistémologie libertarienne pour pouvoir énoncer quoi que ce soit de vrai. Donc, ça vient avant l'action de l'action en réalité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc Mises dit l'action a forcément un objectif, mais on peut rien dire de cet objectif. Chaque individu définit l'objectif qu'il veut pour lui-même. Ce que fait l'IAC, c'est qu'en fait, il retourne cet axiome pour retomber sur une ontologie, quoi. C'est-à-dire que il va dire, en fait, tout système, pas que les individus, mais tout système organisé dans l'univers, toute structure dissipative, a pour but l'entropie, pour but l'extropie. Donc l'extropie, c'est l'inverse de l'entropie, c'est réduire son entropie localement. Et ben voilà, c'est ça qu'on sait sur le but en fait. On sait pas évidemment qu'un individu va se fixer des buts intermédiaires, mais la finalité, c'est de réduire son entropie. Donc le cœur de la pensée de la philosophie accélérationniste, c'est l'extropie, alors que le cœur de la pensée libertarienne, c'est l'action. Donc les libertariens vont mettre l'action au milieu de toute leur pensée. Euh, et puis ils vont rendre l'objectif contingent. Il y a un objectif, on ne sait pas ce que c'est. L'accélérationnisme fait l'inverse, quoi. Ils disent, dans ce qui est au cœur, c'est l'extropie. On sait qu'un système cherche à réduire son entropie, mais on ne sait pas par quelle action il va procéder. Donc, Ouais. si tu veux, c'est un peu une révolution copernicienne de, de la pensée libertarienne. Et je dis que ça rejoint l'ontologie parce qu'en réalité, l'extropie, tu peux voir ça comme l'être. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. Quelque chose qui se maintient dans le temps et qui se développe, bah, il est tout simplement. Donc, l'accélérationnisme va permettre d'avoir une pensée plus large, puisque ça peut s'appliquer à n'importe quel système. Mais on va nécessairement retomber sur des choses que disent les libertariens et accepter que
leurs axiomes sont vrais. D'accord. Alors, c'est très intéressant, c'est fabuleux. C'est vraiment incroyable ce que tu viens de décrire. Euh, Heureusement que c'était la version succincte, j'ai envie de dire, parce que c'est lourd à digérer si on entend ça pour la première fois. Donc j'avais eu la chance de me préparer un petit peu en arrivant avec. Du coup, tu mentionnais par exemple le Bev Jesus, c'est le compte arrobase based, donc based Bev Jesus, Ouais. qui est alors je sais pas si la figure de proue, on va dire peut-être de la communauté IAC. C'est Oui, un, c'est le père de la branche IA, quoi. voilà, c'est ça, c'est lui qui a fait qui a fait ouais, la branche, c'est bien dit. Donc, en fait, comment dire, en fait, moi, ce que je retiens vraiment de ce genre de votre philosophie et de cette pensée, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment revenu au, comme tu dis, de pouvoir expliquer plein de principes qui soient libertariens. Euh, Toi, tu as aussi la vision sur l'identitaire et tu voulais, on va certainement revenir là-dessus. Mais en fait, tu peux expliquer en reprenant un peu la genèse de nos principes, en expliquant en fait pourquoi c'est quasiment naturel, ou en tout cas pourquoi ça a du sens d'aller vers ce genre de société, et que ça a du sens que l'humain veuille aller vers ce genre de société, c'est ça? Oui, bien sûr, on peut, oui, ça a même validé, si tu veux, cette ligne de pensée va retomber dans certains côtés sur des pensées plus traditionnalistes, hein, on va dire quoi. Euh, des choses qui ont été observées donc dans les mythes grecs ou même dans la Bible. Nick Land va mettre en avant ce genre de parallèle. Et il y a des personnes comme Justin Murphy qui était celui qui était sur la branche UAC, donc Unconditional Accelerationism, qui lui maintenant se dit carrément CAT-AC, catho accélérationniste, Donc parce une que autre branche. il voit. Oui, oui, mais en fait, c'est un principe de l'IAC, c'est qu'il y a beaucoup de branches comme ça, quoi. D'accord, d'accord. L'IAC est une branche et il favorise les branches. Bev Bezos dit, mais faites vos branches. Ce qui compte, c'est la créativité. Et donc, ce mec-là, Justin Murphy, lui, il va faire un parallèle entre, je le fais aussi, entre Heidegger, qui parle du dévoilement de l'être, parce qu'en fait, ces structures dissipatives qui s'engendrent, l'être, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. De la façon dont ça a été pensé dans la philosophie occidentale, c'est que tout est engendré, quoi. Les choses naissent et elles disparaissent. Elles naissent, elles croissent et elles disparaissent. Et c'est ça l'être. Et en fait, tu peux comprendre ça à l'aune de l'extropie, quoi. Et si tu vois que tout est engendré, que ça va dans une direction, tu peux penser l'eschatologie. Donc, Justin Murphy est une de ces personnes qui, lui, va lier ça à l'eschatologie chrétienne. Mais tu peux lier aussi au dévoilement heideggerien. Donc, ça peut rejoindre des pensées plus traditionnalistes dans ce contexte-là. Euh, En leur conférant une validité scientifique. Par contre, ça va jamais s'éloigner de l'aspect scientifique. On va noter des parallèles, mais les connaissances, elles, reposent sur des aspects scientifiques. C'est ça, le but de cette branche, on va dire, c'est pas de dire si Jésus ou pas a multiplié les pains ou a effectivement transformé de l'eau en vin, Voilà. j'imagine, mais c'est d'expliquer avec vos principes donc de thermodynamique, d'entropie, d'extropie, de pouvoir expliquer en fait pourquoi les gens ont eu peut-être tendance à vivre comme ça dans le passé, ou en tout cas à écrire des bouquins pour dire aux gens de vivre de cette façon. Voilà, ouais. On peut retomber là-dessus. D'accord, d'accord, Certains d'accord. franchissent le pas. D'accord, d'accord, d'accord. Et si on repart sur le mouvement IAC et toutes les déclinaisons, moi quand tu m'en parles comme ça de branches, etc., ça me fait penser à un projet sur GitHub, tu sais, un truc qui a forqué, qu'on on change, il y en a qui partent à gauche, à droite, qui reviennent, etc. Là, à l'heure actuelle, c'est quoi la pensée, s'il doit y en avoir une, peut-être qu'il n'y en a pas, mais qui serait, on va dire, le master, qui serait le truc originel? Alors tu parlais des UAC, du RAC, LAC, etc., avec les différents, mais à l'heure actuelle, c'est quoi la pensée, on va dire, prédominante, là où tout le monde Alors, au moins peut s'accorder? à l'heure actuelle, c'est l'IAC. Vraiment, l'IAC a réussi à rendre ça mainstream. Si tu veux, l'accélérationnisme était un mouvement de niche qui était discuté sur des petits blogs de façon confidentielle, on va dire, parce qu'il y a des aspects justement qui pouvaient l'empêcher d'être mainstream, j'imagine.
que Nick Land n'hésite pas à aller parler des races, par exemple. Il va dire, il a une vision qui n'est pas horizontale, on va dire une vision verticale, où il va dire, ben, dans le futur, il parle d'hyper-racisme. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à placer, quoi. Mais lui, ce qui simplement, c'est que et il va y avoir de plus en plus de races. Il va dire, il dit qu'avec la technologie, les gens, avec la conquête spatiale, par exemple, si on va vivre sur Mars ou sur d'autres planètes, il va y avoir des effets fondateurs qui vont créer une multiplication des races, quoi. Mais la race est un sujet qui est extrêmement tabou, qui est extrêmement incendiaire. Et donc, si tu veux, il va toucher à ce genre de sujet qui pouvait empêcher l'accélérationnisme en tant que pensée. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il pense les choses de façon complète et qu'il intègre ça à une réflexion. Mais ça peut empêcher d'atteindre le niveau mainstream, quoi. Oui, Et l'IA a épuré cette pensée de Land, même s'il s'y oppose dans certains aspects. Et c'est une sorte d'adaptation évolutive, parce qu'en réalité, tu peux vraiment le voir comme ça d'un point de vue évolutionniste. C'est que, comme je t'ai parlé des gènes qui sont l'information, la culture repose sur les mêmes. C'est-à-dire que comme je t'ai fait le parallèle entre une société et un organisme, tu peux voir la société s'auto-organiser à partir des mêmes. C'est pour ça que Jeff Bezos va parler de son côté de l'homo techno-capital mémétique machine, que la machine homo techno-capital mémétique. Parce que les mêmes vont être extrêmement importants dans l'organisation d'une société. Et en fait, l'IA n'est ni plus ni moins qu'une adaptation qui a retiré les mèmes qui pouvaient être problématiques, qui empêchaient la viralité, quoi. De la ouais, même façon que d'un point de vue génétique, tu vas avoir des gènes qui vont amener des maladies, je sais pas, qui vont empêcher ta reproduction parce que tu vas être handicapé ou difforme, et ça va être un handicap pour que tes gènes soient répliqués, tu trouves des partenaires pour la reproduction. Une pensée, de la même façon, peut avoir des handicaps mémétiques. Et en mhm. fait, l'IA a réussi à épurer cette pensée pour enlever ces handicaps et à devenir vraiment mainstream parce qu'elle peut être plus acceptable et plus acceptée par les gens, j'imagine. Oui, on va dire que c'est moins, peut-être un peu moins facile de dire, mais regardez ce qu'ils écrivent, si vous grattez un petit peu, vous avez ça derrière, quoi. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Et l'IA qui est parfaitement clean et son but est clair et il est noble, c'est de servir la civilisation et d'amener un monde d'abondance pour le monde entier. Alors, parfois, il y a des choses qui sont un petit peu naïves. Quand on regarde le manifeste techno-optimiste d'Andreessen, donc Ah, ah. ça, c'est une autre chose dont il faut parler. Alors C'est ça, que, j'en ai parlé dans mon dernier live, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée, parce que le sujet me passionne. Donc voilà, donc les gens qui m'écoutent savent de quoi on parle. C'est le gars qui a créé Netscape et qui est c'est un venture capitaliste, hein, qui finance des projets et donc qui a écrit un manifeste assez joli, je trouve, surtout dans l'état actuel de la société et l'état de morosité ambiante et de tout ce qu'on peut entendre euh, voilà, sur tout ce qui est le futur, le changement climatique, et la civilisation occidentale en elle-même. Donc voilà, je recommande à tout le monde d'aller le lire. Donc tapez André Sen, techno-optimiste. Vous allez le trouver même en français d'ailleurs. Donc je t'écoute sur la version naïve de André Sen. oui, il y a des aspects où il va mettre en avant, par exemple, qu'il faut le plus de personnes possible sur Terre, mais sans en définir les conditions, quoi. Et Yarvin a écrit un article lui, qui s'appelle le Manifeste techno-pessimiste. D'accord. Et, et je veux dire qu'il y a des arguments qui peuvent être convaincants aussi, hein. Il dit, bah, je vais vous guérir de votre optimiste, allez en Afrique du Sud et vous me dites comment la technologie peut résoudre les problèmes ici. Comment l'IA va résoudre les problèmes de l'Afrique du Sud. Et si un boom des naissances va résoudre le problème de l'Afrique du Sud. Euh, et je pense qu'effectivement, il y a vraiment trois éléments dans toute société qui sont la philosophie, ou la religion, l'économie et le politique. Et tu peux avoir une singularité technologique tout en ayant une anti-singularité politique. Mhm. Euh,
Et la technologie, je crois pas qu'elle peut résoudre tous les problèmes. Elle est nécessaire, et bien sûr qu'elle va amener la prospérité, mais je crois pas qu'on puisse faire l'économie de penser l'aspect politique. Et ça va être un peu l'angle mort de l'IA, alors qu'il était intégré par l'accélérationnisme de Land. Euh, donc je comprends en fait cette adaptation mémétique qui va permettre d'être plus virale et plus adoptée, parce qu'il garde que l'optimisme, parce que le Ouais. message est simplement, écoutez, on va build, on va construire des trucs et tout va aller hyper bien, puis il y aura plein de monde et ça va être génial. Euh, mais ça fait l'impasse sur l'aspect politique, justement, où il peut y avoir dans le même temps une singularité technologique et une anti-singularité politique, je crois. Alors, je ne crois pas que le mouvement soit si naïf que ça, puisque ce qu'on voit, c'est que Andreessen, en plus d'avoir fait ce manifeste techno-optimiste, et qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté des terres au-dessus de San Francisco, des terres qui font 2 fois Paris. Son but, c'est de créer une ville privée ici. D'accord. Donc, il a un pied dans la politique. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de bien séparer l'aspect que j'hésite pas à parler de dire religieux. Son manifeste techno-optimiste, c'est l'aspect religieux de la chose en réalité. Pour moi, la religion, en fait, c'est simplement une vision du monde, une vision du monde qui est partagée par des gens. Mhm. Et donc, en fait, ce qu'il a développé dans son manifeste, c'est la vision du monde. Euh, il y a l'aspect économique après. Il va, comme tu dis, c'est un venture capitaliste. Il va faire en sorte qu'on construise des choses, mais il a un pied dans l'aspect politique en ayant acheté ses terres et en ayant pour projet de créer ses villes privées, quoi. Donc je pense qu'il n'est pas aussi naïf que son manifeste le laisse entendre et qui fera ce qu'il faut d'un point de vue politique pour que les choses aillent dans le bon sens, quoi. D'accord. Et donc enfin, tu prends l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est pas un exemple anodin, on va dire, euh, par l'histoire Oui, et la composition du pays, on va dire. Enfin, on va pas se le cacher. Euh, c'est l'exemple que prend Irvine, oui. d'accord, d'accord. Et donc en fait, ce que tu dis, c'est peut-être penser juste si on repart sur l'aspect naïf du techno-optimisme de Andreessen, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs ou il va falloir faire le ménage avant. Parce que c'est des propos qui sont assez, enfin, des sous-jacents, mais qui sont quand même assez lourds c'est un message assez fort. C'est un des exemples que prend Yarville, mais il donne d'autres exemples. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est simplement que les choses peuvent s'améliorer d'un point de vue technologique et se dégrader d'un point de vue politique. Puisque ce qu'on voit en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est qu'il y a des mouvements politiques de plus en plus présents qui appellent ni plus ni moins au meurtre des Blancs. Mhm, tout à fait. Euh, et donc, Yarvin est assez pessimiste sur le futur de ce pays. Il met en avant que c'est un pays qui a, bien sûr, qui a son passé avec l'apartheid, et c'est un problème, euh, mais qui participait à l'essor technologique, puisqu'il faisait partie des pays qui déposaient des brevets, euh, qui étaient dans la recherche scientifique, et que ça, c'est en train de disparaître, et qui ne voit pas les choses aller dans dans quelque chose de meilleur politiquement dans le futur. Que l'aspect post-apartheid n'a pas corrigé tous les problèmes et que ça va pas forcément dans une vision politique qui va vers quelque chose de meilleur, quoi. Oui, et qu'à Euh, ce niveau-là, la techno ne veut pas tout résoudre. Euh, c'est purement simplement ce qu'il veut mettre en avant, c'est ouais, ouais. qu'il pose la question, qu'est-ce que l'IA va amener à ce pays? Est-ce que ça va résoudre les problèmes politiques de ce pays? Et, et on peut y réfléchir, je veux dire, chacun peut réfléchir de son côté, quoi. Est-ce que la technologie pourrait vraiment permettre d'améliorer politiquement ce pays et lui faire retrouver une stabilité grâce à des avancées technologiques? Je suis pas sûr, quoi. Ouais, ouais, non, non, je comprends le fond du propos. Donc pour toi, voilà, le Mais mouvement je crois que c'est IAC. vraiment l'aspect, mais je crois que c'est vraiment l'aspect marxiste qu'il faut prendre en compte aussi, puisque donc Mandela était lié à ces mouvements et ces mouvements aujourd'hui qui appellent au meurtre des Blancs sont des mouvements marxistes, quoi. C'est pas que je dis que politiquement ça va rejoindre le libertarianisme parce que je pense que c'est ce qui va permettre un meilleur développement et des bases politiques plus profitables qui vont permettre
une plus grande stabilité politique. Parce que comme je te l'ai dit, chaque organisme cherche la croissance et la stabilité. Et donc je pense que l'aspect politique, c'est de permettre la stabilité d'une société. Et je ne crois pas que là où se dirige l'Afrique du Sud aujourd'hui va permettre cette stabilité, mais qu'il pourrait la trouver dans l'aspect libertarien. Ouais, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc toi, tu mets en avant un peu le côté naïf des IAC, mais tout en disant, en gros, hein, pour résumer, tu dis quand même qu'ils sont certainement pas si naïfs que ça, et que donc si on creuse un peu, ou qu'en tout cas, pas forcément creuser, mais si on allait voir dans des exemples qui pourront être certainement concrets dans le futur, alors on a l'exemple, tu parlais d'Andresen qui achète des terrains, et tu disais il est certainement pas si naïf que ça, et on a aussi par exemple Elon Musk, qui est le plus grand, certainement en tout cas le plus connu représentant du mouvement, donc peut-être que ces gars-là, Il y a des terrains aussi, hein. ils ont encore plus Elon, de Elon bagages que Musk qui a juste le des... Y, quoi. Oui, et Elon Musk qui a des terrains aussi. Il crée lui-même sa ville privée qui est Starbase, qui est faite pour ses employés, hein, en fait. Et donc, et c'est là où ça rejoint les idées libertariennes. Euh, c'est que dans un cas comme dans l'autre, chez Andreessen comme chez Musk, on aboutit à des villes privées où celui qui décide des règles, c'est le propriétaire. Ouais. Et c'est quoi le endgame pour ces mecs-là? C'est de voir des micro-communautés se développer comme ça, où en fait on peut dire que toi, moi et tous ceux qui nous écoutent et n'importe qui dans le monde pourrait euh, choisir finalement d'aller vivre dans une communauté qu'il a choisie, une communauté privée qu'il a choisie et qui aurait ses propres règles. Donc en fait, sortir enfin on sortirait complètement de l'État nation ou de l'État fédéral pour avoir des micro-communautés de, je sais pas, de entre 300 personnes à quelques millions de personnes ou ça, enfin, pour toi, c'est quoi le endgame de ces mecs-là? Alors ça, je veux dire, c'est de la prospection. Je sais pas ce que c'est, ce que eux ils veulent. Je pense que dans un premier temps, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place un contre-modèle aux démocraties libérales. On voit que Elon Musk est clairement en opposition avec les institutions actuelles. Andreessen aussi, il le met en avant. Andreessen fait des vidéos pour mettre en avant pourquoi l'université a des problèmes aujourd'hui, qu'elle est gangrénée. Mhm. Euh, Musk et Andreessen mettent en avant comment les institutions leur mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'est vraiment un principe de l'IAC aussi, quoi. C'est qu'ils vont s'opposer à ce qu'ils appellent les décélérationnistes. Mhm. Et ce qu'on voit, c'est que il y a de plus en plus de gens dans les institutions qui se rangent du côté de la décélération. Pourquoi? Parce que c'est un principe moral qui leur permet de maintenir leur pouvoir, en fait. Les avancées technologiques viennent déstabiliser le pouvoir de ces institutions existantes en place. Euh, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir des médias, Des institutions des quelconques, quoi. universités. Ouais, ouais. Alors, Oui. justement, il y a un truc qui est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques jours sur Twitter, et ça fait une bonne transition sur le mouvement aussi, bah, décel du coup, donc c'est la décélération hein, pour en opposition à l'accélération. Il y a un truc assez hallucinant qui est sorti il y a quelques jours sur le pourcentage d'étudiants dans les Ivy League. Donc la Ivy League, je pense que tout le monde sait ce que c'est, les universités les plus prestigieuses aux États-Unis. Il y avait 89% des étudiants qui pensaient que on devrait instaurer des quotas donc de voyage, des quotas d'émissions carbone, des quotas, je ne me rappelle plus exactement la liste, mais ça fait froid dans le dos, euh, dans le monde au nom de la protection de la planète ou du changement climatique, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, vraiment, on a les élites là de demain, parce que, faut pas se leurrer, ces gens-là, quand même, s'ils sortent de ce genre d'université, ils ont vocation à devenir des membres importants de la société de demain, qui sont, mais alors, c'est même pas, enfin 89% c'est du niveau Saddam Hussein qui se présente aux élections en Irak. Donc on est à un niveau d'approbation de ce genre de théorie qui est au plus haut en tout cas, je pense. Euh, comment on en est arrivé là et, et surtout quel avenir, j'ai envie de dire, à 5-10 ans. On voit par exemple
aujourd'hui, les conneries qu'on entendait par exemple en 2014, les cheveux bleus, en 2015, ce genre de trucs, de woke, etc. Aujourd'hui, je vais dire, tu as un sociologue à la télé, c'est quelqu'un qui a été on le voit, c'est des gens qui ont été dans une université, qui ont été bercés à ce genre d'idéologie. Là aujourd'hui, on est passé sur un mouvement de décélération qui est adopté, je vous dis à 89% selon ce sondage aux États-Unis dans la Ivy League. Euh, qu'est-ce Bon, déjà, peuvent être les conséquences, mais surtout, comment on a réussi à créer ça? Je pense qu'il faut vraiment voir les choses du point de vue du pouvoir directement ici, quoi. Euh, je ne crois pas que les idéologies soient le plus important. Et il y a cette structure en place, donc qui découle des démocraties libérales, comme je te dis, qui s'appuie sur les universités, les médias et le pouvoir politique, euh, qui est déstabilisé par les potentielles avancées technologiques. Et du coup, ils vont utiliser n'importe quelle idéologie qui pourrait leur permettre d'asseoir une supériorité morale qui leur confère du pouvoir sur ces compagnies, sur l'aspect économique qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Donc ça peut être, comme tu dis, ce que tu appelais les cheveux bleus, quoi, l'aspect woke. Ça peut être le décérationnisme. Décérationnisme, c'est simplement dire que l'IA peut amener des problèmes et qu'il faut faire très attention, quoi. Et en fait, n'importe quel message qui permet de dire on a une supériorité morale, donc que ce soit pour dire ben, il faut faire attention à qui vous embauchez, être plus inclusif, plus représentatif, ou que ce soit pour dire faut faire attention à ce que vous produisez parce que ça peut être dangereux l'IA. Quelle que soit la raison, ça leur confère cette supériorité morale et donc ça leur confère du pouvoir parce qu'ils peuvent euh, aller mettre le nez dans vos affaires. Ils ont été embêtés Elon Musk justement en lui disant pourquoi t'as pas embauché je sais plus des migrants. Et il dit mais j'ai pas le droit en fait. En travaillant sur SpaceX, je travaille avec la NASA et j'ai pas le droit de les embaucher. Donc on voit que leur but c'est simplement d'aller embêter ces personnes pour pour asseoir leur pouvoir, quoi. Je ne crois pas que l'idéologie soit le plus important, mais ils s'appuient évidemment sur des idéologies qui existent en premier lieu. Donc c'est pas eux qui vont les créer, mais je pense qu'ils vont simplement les suivre, quelles que soient ces idéologies, qui vont nécessairement s'opposer à l'accélération, puisque le but de toutes ces idéologies, c'est de dire, euh, d'accord, vous travaillez, vous produisez de la valeur, quoi, mais nous, et on s'occupe de l'intégrité de la société, quelle que soit la raison qu'ils vont donner. On a une valeur aussi, et donc on doit justifier notre pouvoir, quoi. Je crois que ça se résume vraiment à cela. Ouais, non, c'est un point de vue assez intéressant. Donc, bon, du coup, c'est de ce fait, ce serait limite, en tout cas, plus grave que ce que j'avançais, dans le sens où c'est pas des individus qu'il faut combattre, mais plutôt des institutions. Ah oui, Et alors de ce point de vue-là, je peux te donner un mot aussi. Je pense que pour moi, la meilleure description du fonctionnement de la démocratie a été donnée par Nick Land, justement. Et c'est là où c'est important de voir les choses d'un point de vue cybernétique. Comme je t'ai dit, tout organisme, toute structure dissipative a un fonctionnement cybernétique. C'est-à-dire que ce qui va être clé, c'est la gestion de l'information. Donc la capture d'informations, le traitement d'informations, la transmission d'informations. Et ce que Nick Land met en avant, c'est qu'une démocratie, elle est créée nécessairement dans son fondement pour apporter un contrepoids qui est offert à la population, au peuple, via le vote populaire. Donc les principes, c'est simplement de dire, et c'est là où réside la balance entre liberté et égalité, c'est qu'on va contrebalancer la liberté via la souveraineté populaire en offrant le vote à la population. en contrepartie, Donc ça finalement. va, voilà. Donc il s'est dit, bon, on va suivre l'opinion de la population comme une contrepartie, comme tu peux dire. Mais le problème, c'est que tout système va faire de mieux en mieux
ce pourquoi il est défini en premier lieu, quoi. Et donc, si tu proposes un système qui repose sur la souveraineté populaire et sur l'opinion des gens, ce système va finir par générer l'opinion pour pouvoir perdurer, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'au lieu de suivre l'opinion des gens, il va se mettre à le générer et les gens qui vont accéder au pouvoir de ce système seront les personnes qui vont le mieux générer Optimisé. l'opinion, au Ouais. lieu de seulement suivre. Et Donc c'est en fait, exactement ce qu'on observe, en fait. c'est euh, les dérives institutionnelles pour toi, en tout cas pour le mouvement, pour Nickland, c'est quasiment en fait la démocratie qui a été optimisée, qui suit son cours finalement, qui suit en tant que corps. C'est un système qui s'optimise de plus en plus et qui en fait va in fine seulement pouvoir prendre plus de liberté aux gens, si j'ai à peu près bien compris C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir. Et c'est pour ça qu'il faut lier ça à l'idée de structure dissipative et d'entropie. On peut vraiment comparer une société à un organisme. Ton organisme, c'est pareil, en fait, quoi. C'est la vieillesse, la mort, tu peux voir ça du point de vue de l'entropie. En fait, c'est la réplication cellulaire qui fait de plus en plus d'erreurs dans l'application. Donc, tu deviens vieux et à la fin, tu meurs, quoi. Euh, et bien là, c'est pareil. En fait. Si tu prends ce point de vue pour une société, tu comprends que la démocratie n'est pas forcément quelque chose de mal en soi dès le début, mais elle va finir dans cet aspect-là parce qu'elle va forcément faire de mieux en mieux ce pourquoi elle est créée au début et elle va dégénérer par là, quoi. Euh, donc, tu pars d'un système qui marchait plutôt bien, où tu as t'as effectivement la liberté. Et je pense que c'était le cas au début dans les, les fondations des États-Unis, par exemple. La liberté était mise en avant, beaucoup moins la démocratie, justement. La démocratie a été pensée après comme ce système pour venir contrebalancer la liberté et offrir sa stabilité. Comme je te dis, la liberté offre la croissance, la démocratie offre la stabilité. Mais nécessairement, l'aspect politique va finir par dégénérer, quoi. Et c'est vrai que je dis que tu peux avoir une singularité technologique et une anti-singularité politique. Et je crois que c'est exactement ce à quoi on a abouti aujourd'hui avec ces institutions, donc les universités, les NGO, comment t'appelles ça en français, ONG. les organisations non gouvernementales, Ouais, tout à et fait. les médias, ouais, et les médias qui vont générer l'opinion, quoi. Ouais. Et donc, et c'est ce que Yarvin appelle la cathédrale, en fait, quoi. Cette coalition de ces différentes choses qui vont générer l'opinion. Et au final, le politique va être soumis à cela. Et les gens qui vont être élus sont ceux qui vont favoriser cette génération de l'opinion, qui vont le mieux contrôler cette façon de générer l'opinion que les autres. Donc, vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ce genre d'explication. Enfin, je trouve ça très raisonnable et très logique quand tu le mets en avant de cette façon. Et j'aime beaucoup écouter ce genre de message. Pas parce que ça va dans mon sens, plutôt même au contraire, parce que j'ai plutôt tendance, avec le principe de liberté, de plutôt toujours vouloir trouver la responsabilité chez l'individu sans voir en fait cet argumentaire de quasiment biologique, de dire c'est le juste cours des choses, de voir la dégénération du système politique. Donc je trouve ça assez, quelque part paradoxal par rapport à ce que je peux être habitué d'entendre ou ce que je peux être habitué à penser moi-même, mais c'est quelque part très logique et très intéressant. Euh, Moi j'ai un truc qui me fascine en France, c'est l'effet. Alors, je vais revenir un peu sur les décels, parce que c'est un mouvement qui me fascine, et revenir un petit peu plus terre à terre peut-être, mais c'est Jean Covici. Ce mec me fascine parce qu'il a réussi à capter, en tout cas moi je le vois par rapport aux gens que je côtoie encore, qui sont encore restés en France, les pauvres, euh, qui ont plutôt un parcours scientifique, qui ont plutôt un parcours intellectuel. Euh, Toi, tu l'expliques, j'imagine, parce qu'ils ont été à l'université, du coup, c'est ce qu'ils ont bouffé, donc c'est ça? Euh, Pas directement, quoi. Ce qu'il faut voir en premier lieu, c'est que donc Jean Covici défend la décroissance. Et il faut comprendre que la décroissance, c'est un peu le frère.
maléfique de l'accélérationnisme, on va dire, quoi. Mhm. Parce qu'il repose sur les mêmes principes. Il repose sur les principes thermodynamiques. Ce que dit la décroissance, donc ça vient de l'économiste George Scrurogan, qui a mis en avant le parallèle entre l'économie et la thermodynamique. Mais sans parler de la théorie de l'information, sans parler de l'aspect cybernétique, justement, qui est rejeté par certains côtés. Et donc, eux, ce qu'ils voient, c'est juste simplement ce que je viens de te dire, c'est que les sociétés sont comme des organismes et que les organismes décroît à un moment, quoi. Et donc, ils disent, bah, c'est un cycle naturel, quoi. Il faut accompagner la décroissance de notre civilisation. J'en connais ici, Euh, c'est l'EHPAD de la civilisation occidentale. c'est un peu ça, oui. On peut vraiment voir les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que, comme je te dis, tout est engendré, quoi. Donc, tu peux voir l'accélérationnisme comme le rejeton qui a été engendré et qui veut créer quelque chose de nouveau, et les décroissants comme ceux qui vont accompagner ce qui existe dans sa vieillesse et puis qui l'amène à l'EHPAD, oui. C'est un peu ça, il y a vraiment de cela, quoi. Et en fait, les deux ont raison quelque part, on va dire, c'est qu'il y a un truc qui est en train de mourir, euh, et eux, ils veulent l'accompagner. Alors, ils se présentent comme une rupture, mais en réalité, c'est pas une rupture, quoi, c'est la continuation de ce système qui est en fin de course et oui, naturellement, se dirige vers plus d'entropie et donc vers sa propre mort. Ils notent ça et eux, ils veulent accompagner ce système, alors que l'accélérationnisme va chercher à vraiment créer une rupture pour créer quelque chose de nouveau qui est engendré par ce système existant. Ouais, ouais, non, tout à fait, c'est incroyable de voir ça un peu du côté. On a fait un peu le même constat, mais on prend deux chemins différents et on verra bien. En tout cas, Oui, à l'heure actuelle, euh, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que le mouvement IAC a des personnalités comme Elon Musk, qui évidemment pèsent énormément sur l'opinion publique. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau de la population, les idées, ou en tout cas c'est peut-être là une fausse représentation qu'on a des médias qui nous font penser ça, mais que le mouvement décélérationniste a beaucoup plus le vent en poupe que les idées IAC. Est-ce qu'on peut espérer, comment dire, que les institutions puissent prendre euh, le mouvement IAC comme quelque chose, une idée crédible pour l'avenir et que les institutions puissent quelque part se sauver elles-mêmes, comme par exemple le fait Milei et l'exemple argentin qui finalement, en emmenant quelqu'un à la présidence, vote pour, en gros, démanteler l'État. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi ce genre de sursaut dans les institutions comme les facs, les mouvements politiques, ouais. etc., qui viendraient finalement remettre de l'ordre dans tout ça, refaire sauter tout ça. Est-ce que ce serait possible un changement de paradigme? Alors, je sais pas si c'est seulement possible. Euh, je pense que ces institutions, elles choisissent pas cette voie par hasard. Tu vois, en fait, ça continue dans le keynésianisme. Il y a vraiment une rupture à partir du New Deal. Ça, c'est un truc que les libertariens dénoncent aussi du côté des États-Unis, où John Maynard Keynes a commencé à promouvoir cette politique économique inflationniste. Donc, il y a l'aspect bancaire, il y a l'aspect politique. Et la décroissance ne veut pas sortir de cela, hein. Donc, c'est toi qui dis que c'est un peu une continuation, et ils continuent ce qu'ils savent faire. Donc, il y a effectivement une reproduction des élites au sein des universités, et ils veulent être influencés par ça. Mais il y a quelque chose de naturel aussi à ce que le gouvernement, l'État, privilégie des gens qui lui disent qu'il peut avoir des solutions. Qui disent, bah oui, il faut que tu imprimes des billets, et puis l'inflation va pas être une mauvaise chose. En réalité, ça va créer une économie, parce que John Maynard Keynes disait que tu pouvais même aller enfouir des billets dans des mines et payer des gens pour aller les chercher, quoi. Et Ouais, ça ça générait. permettrait de donner un boost à l'économie. Oui. Et Alors ça en fait, je veux juste faire un petit passage là-dessus. C'est sur un TED, un TEDx de Milei où il explique finalement où il vient contredire la petite lueur d'optimisme dans ma question, où il dit imaginez un politicien qui demande conseil à deux économistes, il a face à lui un libertarien, ANCAP,
et de l'autre côté, il aurait quelqu'un qui se revendique du keynésisme. Et d'un côté, il y a le keynésiste qui lui dit, ben, monsieur le politicien, vous êtes là. Il lui dit, vous êtes la continuation de la main de Dieu. C'est une phrase assez jolie. Grâce à vous, vous avez le pouvoir de répartir l'argent et de pouvoir en fait remettre en place une économie, de pouvoir la planifier, etc. Et puis ensuite, il va demander, donc le président va demander aux libertariens qu'est-ce qu'il peut bien faire avec l'économie. Et l'ANCAP lui répond, le problème c'est toi, casse-toi. Donc forcément, on imagine bien Voilà. qui le politique va aller choisir. Donc je me contredis moi-même avec ma question, mais comment dire, euh, c'est toujours assez intéressant de voir. Donc voilà, désolé de t'avoir coupé dans ta... Oui, mais voilà, tu as bien résumé. Du coup, tu comprends que si Milei a pu apparaître, parce que l'Argentine a dû descendre très bas, quoi. Et il est apparu en opposition à ces institutions préexistantes. Parce que je ne crois pas que ces institutions sont capables de modifier leur façon de penser, puisqu'elles sont prises dans ce système qui les a entraînées là, quoi. Donc je pense que l'espoir est au-delà de ces institutions. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce que fait Elon Musk à l'heure actuelle. Il est en train de mettre en place quelque chose qui est en opposition à cette institution, par plusieurs moyens, quoi. Euh, Son rachat de Twitter notamment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, l'opinion est générée par les universités, par les médias, par les organisations non gouvernementales. Euh, Pourquoi est-ce que ces institutions se sont imposées? Pourquoi est-ce à partir de la Renaissance, et après que les Lumières, ces institutions ont pris le pas sur l'Église? Avant, quand tu voulais avoir la vérité, tu allais voir ton prêtre. Tu disais, ben, j'ai une question. Est-ce que la Vierge vient bien d'une conception immaculée, je sais pas. Et c'est lui qui a donné la vérité, quoi. Et donc ils se sont fait supplanter parce que les universités avaient une façon de découvrir la vérité qui était plus efficace, quoi. Donc si tu veux supplanter ces institutions qui existent aujourd'hui, il faut que tu aies toi-même une façon de découvrir la vérité qui est plus efficace. Et c'est exactement ce que fait Elon Musk aujourd'hui, avec Twitter, avec l'IA qu'il est en train de développer. Euh, et il le met en avant, hein. Il s'oppose frontalement aux médias. Comme j'ai dit, Andreessen s'oppose aux universités. Et quel est leur pari? C'est qu'en rachetant Twitter, il a accès à une manne d'informations qui est phénoménale. Et ce qu'il veut, c'est être capable de pouvoir faire émerger l'information et la vérité de façon plus efficace que les universités. D'accord. C'est pour ça qu'il a créé son IA à côté, parce qu'en fait, cette information qui vient de Twitter va lui permettre de nourrir son IA. Et le pari, c'est que l'IA qu'il est en train de créer va permettre de créer la vérité, une, du moins une vision du monde qui est plus vraie que celle délivrée par les universités. D'accord, ouais, Parce donc que c'est ça la clé, en fait. De la même façon que les universités ont supplanté l'Église, son IA peut supplanter les universités, parce que quand tu vas connaître la vérité, tu n'iras plus demander ce que pense tel professeur de Harvard, tu iras directement demander à Grok. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et finalement, ce sera bien plus optimisé pour le lambda moyen d'aller se renseigner sur ce genre de plateforme que sur les universités. Et d'ailleurs, euh, comment dire, il y a déjà, on va dire, avec l'avènement d'Internet, ce genre de... Enfin, ça, c'est qu'une continuation puisque on a, on peut aujourd'hui se former en ligne sur beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui n'était évidemment pas possible il y a même là, 50 ans, je veux dire, à moins que ton père t'enseigne sur des sujets bien précis qui pouvaient se transmettre de génération en génération. Il fallait, au bout d'un moment, si tu voulais te former à quelque chose, soit partir de zéro dans un travail, ou soit aller à l'université pour approfondir tes connaissances. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un gros changement qui s'est amorcé avec Internet. En tout cas, c'est ce que je vois. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que tu as des universités comme le MIT qui ont leurs cours en ligne sur YouTube, par exemple. Donc c'est assez marrant de voir qu'ils essayent peut-être, ou en tout cas qu'ils ont compris que le lieu physique de l'université n'était pas forcément adapté au nouveau siècle. Et donc il fallait aussi eux qui s'adaptent avant de Mm. mourir. Et Mais je pense que le problème n'est pas tellement le lieu physique, mais c'est que il va y avoir il y a un manque de diversité des points de vue entre les universités. Si tu te poses une question, que tu peux
à Harvard, tu peux aller à Stanford, tu vas avoir les mêmes réponses, quoi. Ouais. Et, ça va être ça vraiment un vrai problème, quoi. Donc après que tu prennes les cours en ligne ou sur place, Oui, oui, ça non, change non. pas grand-chose, quoi. Non, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais par contre, une question sur Elon Musk que je me pose toujours, moi, à l'heure actuelle, là, c'est vraiment, on sort du débat, mais le rachat de Twitter, pour toi, c'est un, un acte voulu, complet, parce qu'il a ça en idée, il a ça en tête depuis le début, on va dire, de recentrer le débat. Ou alors, est-ce qu'il rachète ça parce que il a fait une blague à la con et puis bah, tout le monde lui dit ouais mais là t'as influencé le cours donc maintenant faut que tu rachètes. On a un peu suivi les trucs qui se sont passés et du coup vu qu'il se retrouve avec ça sur les bras et qu'il y a l'avènement de de l'IA pardon, il dit bon bah, en gros faut que j'aille all-in là-dedans parce que je suis déjà beaucoup trop mis un peu comme un joueur de poker qui a comment dire qui a mis des paris pré-flop au flop et à la rivière et qui se dit bon bah j'ai peut-être pas touché ce que je voulais à la dernière carte mais bon je vais quand même tenter et il faut que je continue. Toi t'en penses quoi de la sincérité d'Elon dans tout ça? Je crois qu'Elon Musk est extrêmement sincère en réalité. Alors c'est peut-être naïf de ma part, mais je crois vraiment qu'il est sincère. Je pense qu'il a vu qu'il y avait un vrai problème dans le monde occidental aujourd'hui, que ça menaçait la civilisation occidentale et la civilisation en général, quoi. Puisque ça pourrait perturber le monde entièrement si le monde occidental s'effondrait aujourd'hui, quoi. Et ce qu'il a vu, c'est que il peut pas y avoir de bonne démocratie si l'information est erronée. Ouais. Et donc, il peut perdre civilisation, quoi. Donc, Elon Musk, je pense qu'il a dit quelquefois, il a dit, en parlant aux institutions, il a dit, soit vous coopérez, soit on va aller au clash, quoi. Ouais, ouais. Et il comprend que si on laisse faire ces institutions, c'est c'est- c'est un vrai problème pour la civilisation aujourd'hui et que c'est une vraie menace, quoi. Et ce qu'il dit, c'est que na- peu importe le business qu'il a, n'importe quel business qu'il puisse avoir, n'aurait aucune valeur s'il n'y a plus de civilisation. Ouais, non, tout à fait, tout à Donc, fait, tout à fait. Et on voit d'ailleurs, pardon de te couper, mais on voit par exemple avec, il y a l'exemple Boeing à l'heure actuelle qui est en train de sortir un peu de partout avec comment dire, des incidents, pour être, pour parler gentil, gentiment, qui sortent à peu près toutes les semaines en ce moment chez Boeing, et pas mal font, par exemple, à tort ou à raison, le rapprochement avec la politique diversité de Boeing qui a été amorcée il y a quelques années, et les gens disent maintenant, en tout cas, une certaine partie de la population dit bon, c'est bien gentil d'embaucher de la diversité, des minorités, etc. Mais il ne faudrait pas oublier de remettre des boulons et des vis dans les portes ou dans les roues parce que ça peut causer des problèmes. Donc là, on parle de faits bien précis. oui. Mais sur Elon des... Musk pointe ça du doigt, oui. Et Pardon? Elon Musk l'a mis en avant. Il l'a Elon mis en Musk avant a lui-même, ouais. pointé ça du doigt. Oui, oui, il l'a mis en avant lui-même. Et il dénonce l'aspect, oui, DEI, où il dit tout simplement qu'il faut embaucher les gens qui sont compétents, quoi, indépendamment de leurs origines ou de leur religion ou quoi que ce soit, quoi. Lui, ce qu'il se met en avant, c'est la compétence. En fait, c'est sur ça que repose la civilisation, évidemment, quoi. Ouais, non, tout à fait. J'ai toujours j'ai écouté pas mal de podcasts audio de Dan Carlin, je crois, qui s'appelle Carlin, ou George Carlin, un historien, et qui racontait que Gengis Khan, l'armée de Gengis Khan, il a fait une série fabuleuse. Si vous aimez l'histoire, George Carlin ou Dan Carlin, George Carlin, je crois que c'est quelqu'un, je crois que c'est Dan Carlin, pardon. Et il racontait que les armées de cette époque étaient que des armées népotiques, puisque c'était un privilège d'être dans l'armée, et donc ça se passait de père en fils et sans forcément refléter les qualités de la méritocratie. Et Gengis Khan, lui, c'était tout le contraire. Il prenait les plus forts pour aller avec son armée, et il est parti un peu partout dans le monde, et il a fait des ravages. Et comment dire, c'est la force sur laquelle il reposait à son époque, mais c'est ce qui a fait en Europe la force pendant si longtemps dans la civilisation occidentale. Donc c'est vrai que ce genre de politique
alors, il y en a qui disent néo-marxistes, bon, on peut leur donner plein de noms, mettent en danger. Et donc, j'imagine pour un mec comme Musk qui veut partir à la conquête de l'espace, on peut pas se permettre de pas avoir bien fixé les ailes ou de pas avoir mis ce qu'il fallait dans un réacteur pour pouvoir arriver à but, quoi. Donc ça, je vois totalement ce paradigme-là en tout cas et le danger. Oui. Et donc pourquoi Et Elon Musk. Musk, Elon Musk dit clairement que lui, donc, il est opposé à l'immigration illégale, mais il dit qu'il voudrait que l'immigration légale soit facilitée, justement en fonction de la compétence des gens, s'ils peuvent amener des choses positives au pays. Oui, oui, pouvoir être ferme sur tout ce qui est illégal et pouvoir être bien plus flexible sur les compétences et sur enfin, l'immigration légale qui peut apporter des compétences, qui peut apporter du savoir euh, à la civilisation. Et donc, moi, t'as parlé d'un truc. Attends, avant d'aller là, moi j'avais une question qui me taraudait. Tu y as quasiment répondu déjà. Alors, je te rejoins pour ce que tu as dit au début, c'est que votre philosophie, votre mouvement est complet. Je m'en rends compte en direct parce que toutes les questions que je m'étais à peu près annotées en préparant, finalement, je sais ce que tu vas me dire. Et je te dis pas ça dans un mauvais sens, bien au contraire, c'est plutôt un compliment. Mais je vais quand même te la poser. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, même peut-être même plus anciennement, on va dire avec l'arrivée de la locomotive, de l'industrie et de l'industrialisation, pardon, euh, on n'avait pas forcément besoin de prôner l'accélérationnisme. Tout le monde voulait de l'accélérationnisme. Euh, Pourquoi aujourd'hui on a besoin de rappeler ça, limite d'aller chercher dans la physique pour expliquer le pourquoi du comment, alors que c'est quelque chose qui a quand même sorti la population mondiale de la merde, on va pas se mentir, et c'est quand même le progrès technique, technologique et scientifique qui a pu multiplier la population par je ne sais combien et diminuer la pauvreté de 95%. Donc pourquoi on a besoin aujourd'hui d'un tel mouvement? Pourquoi on ne s'en est pas rendu compte tout seul? Oui, oui, donc effectivement, on a quand même déjà répondu partiellement à cela, hein, quand Tout j'évoque à fait. l'anti-singularité politique. Mais je crois donc je vais pas revenir là-dessus, mais je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut quand même, qui est pertinente à mentionner, c'est que le mouvement décélérationniste, il vient pas de nulle part, quoi. C'est que justement, quand tu comprends euh, cet aspect scientifique que j'ai mis en avant sur les structures dissipatives, et donc tu peux résumer ça à une capacité à stocker l'information, à transmettre l'information et à s'adapter. Ce que tu vois, c'est que ce qu'on est en train de faire, par le développement de l'IA, par sa façon de sous-traiter de plus en plus l'information à nos machines, on pourrait tout à fait être en train de leur passer le relais, quoi. C'est un truc qui est déjà arrivé en fait dans l'histoire du monde, quoi. C'est que l'ADN et l'ARN sont des façons de stocker et gérer l'information, ni plus ni moins. Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse du monde ARN, qui veut que l'ADN a été créé par l'ARN. Et qu'au début, l'ADN ne pouvait pas se répliquer. C'est-à-dire que c'est un outil de l'ARN qui s'en servait pour mieux stocker l'information, parce que l'ADN permet de mieux stocker l'information, mais il conservait la réplication. Et en fait, l'ARN a été supplanté par l'ADN parce que l'ADN a acquis la possibilité de se répliquer. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces machines? Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Pour l'instant, c'est nous qui les répliquons. On a des développeurs qui écrivent le code. Mais est-ce que dans le futur, on n'est pas simplement en train de passer le relais à une chose qui va nous rendre obsolètes? C'est une vraie question. Et tu comprends bien que quand tu en arrives à cette perception, tu as beaucoup moins de cœur à l'ouvrage pour aller travailler 8 heures par jour. Si tu te dis que peut-être on est en train de créer les conditions qui vont nous rendre obsolètes. Donc, je pense que c'est un autre aspect, c'est que les gens qui travaillent dans la technique, dans la technologie, se sont eux-mêmes tournés vers cet aspect décélérationniste.
parce qu'il y a eu cette peur existentielle, quoi. Ouais, et puis un petit Et côté déprime aussi, j'imagine. Un peu le côté. Enfin, là, bah on oui, aborde là quand même. C'est encore plus complet que ce que tu décrivais. C'est-à-dire qu'on est même dans la psychologie. Mais il y a un côté. Donc, toi, t'expliques ça par un peu la peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on va bien devenir bah en fait, en tant qu'humain? bah, le switch, c'est que avant, justement, donc, comme tu l'as décrit, on, on avait travaillé en disant qu'on allait créer un monde meilleur. Et si tu te dis, bah, la finalité, c'est de se rendre toi-même obsolète, et tu perds cette perspective, quoi. Donc, comment tu peux te rattacher à ça? Tu vois, et c'est vrai que l'accélérationnisme de Land, lui, il est clair dessus, et je trouve que sa réponse n'est pas acceptable. Parce que lui, ce qu'il dit, donc ce qu'il observe, c'est que euh, les villes, et en particulier Singapour par exemple, sont ce qu'il nomme, d'après un autre blogueur, les IQ shredders. C'est-à-dire que les gens les plus intelligents vont se masser dans ces villes et ils font pas d'enfants. Le taux de Ouais. reproduction à Singapour, le taux de natalité est à 0,78, je crois. Tu vois. Donc ça rassemble tous les gens les plus intelligents et ils ne font pas d'enfants. Et la réponse de Land, donc du coup la question c'est, ben, et c'est ce que Musk met en avant aussi, c'est il peut y avoir un déclin de la civilisation parce que on se reproduit plus. Et la réponse de Land, c'est simplement de dire bah, il faut accélérer encore plus vite parce que comme ça les machines vont pouvoir le remplacer plus rapidement. C'est qu'il n'y aura plus besoin des humains en réalité. On va transférer ça dans le silicium et la marge du progrès va continuer. Et, et c'est là où je trouve que cette réponse, en fait, pourrait agir à l'encontre de l'accélération. Parce que si tu dis ça à des humains, beaucoup vont pas accepter ça. Ils vont faire le choix opposé. Ils vont dire, ben, si c'est ça le but, Oui, oui, à tout quoi à bon? fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout à fait, tout à Et, fait. et, et donc, je pense que ça, c'est à prendre en compte aussi. Et que c'est là où ça va vraiment être différent entre ce qu'on appelle les décélérationnistes et les décroissants. C'est que les décérébrés sont vraiment des gens qui viennent de la technologie, quoi. On parle des gens comme Nick Bostrom, qui est un philosophe qui est transhumaniste, hein, qui était pro-technologie, qui voulait la compagnie, et qui est tombé dans cette peur existentielle un petit peu. Donc, il y a eu l'arrivée de cette pensée qui, euh, qui a été intégrée dans les gens qui créent la technologie eux-mêmes et qui a été à l'encontre de la création de la technologie, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui à prendre en compte et je pense qu'on l'a dépassé aujourd'hui en réalité. On voit que maintenant, il y a une course à la AGI du côté de Facebook, de Google, de OpenAI, de Musk de son côté. Euh, ils veulent la créer maintenant. Au terme des années, jusqu'à il y a quelques semaines, où il y avait vraiment cette question existentielle qui pesait complètement sur le développement technologique, Là, tu penses on y a déjà répondu, quoi. On a gagné. Mais je pense. du coup, le côté IAC, c'est finalement dire, si je devais résumer à ma mère ou à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est finalement dire, euh, on va vers là, c'est naturel, donc autant être à fond pour pouvoir choisir. Parce que ceux qui veulent finalement, qui prônent des solutions de décroissance ou d'échelle, etc., finalement ne vont faire que subir ce ce qu'on est amené à faire par la force des choses. Oui, je pense que là, on touche simplement à une loi de l'univers. L'accélération est une loi de l'univers. Et jamais dans l'histoire, on a réglé des problèmes par la décélération. Ouais. Donc, je pense que c'est pas que je dis que ça retombe sur des pensées qui peuvent être plus traditionnalistes, puisque on retombe sur les lois de l'univers. Et Nick Land parle même, lui, de ce qu'il appelle le GNOME, et qui est l'acronyme inversé de Nature's or Nature's God. Donc, ça fait référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis, où il parle de Nature and Nature's God, donc la nature et le Dieu de la nature. Lui, il laisse cette question en suspens en parlant de la nature ou le Dieu de la nature, s'il existe. Mais ce qu'on est sûr, c'est que la nature existe et qu'elle a des lois. Donc, il résume ça en disant la réalité gouverne.
reality rules. Ouais, C'est ouais. tout ce qu'on sait. Même si on fait des lois qui s'y opposent, vous ne changerez pas la réalité. Ouais, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, je suis, enfin, ça me paraît très, très logique. Et du coup, je vais revenir un peu sur la dénatalité dans ce genre de pays comme Singapour que tu disais. De ce fait, c'est quoi la position IAC? C'est faites des enfants ou c'est euh, de toute façon, c'est pas très grave parce que si on est assez accélérationniste et qu'on va assez vite, on fera peut-être c'est peut-être les robots finalement qui, d'ici des années, nous maintiendront en vie en nous en nous reproduiront. Ce serait ça Non, justement, oui, justement, c'est là où l'IAC oui, va s'inscrire en faux avec la pensée de Nick Land. Et eux, clairement, ils disent faites des enfants. Il y a même une branche qui est le FHAC, c'est un jeu de mots parce que quand tu le lis ensemble, ça fait fac, Ouais, ouais. euh, D'accord, ok. qui est, qui est pro-natalité et qui défend uniquement ça, qui dit il faut accélérer la natalité. D'accord. Voilà, donc l'IAC dit faire des enfants, Musk dit faire des enfants et il le fait lui-même, il en a déjà 12, je crois. Et c'est en cours, hein, je pense qu'il en fera d'autres. Donc, c'est quelque chose que prône l'IAC. Ils disent de faire plus d'enfants. Et je pense qu'effectivement, c'est ici que tu peux vraiment mesurer la croissance. Et la croissance qui mesure une vraie prospérité. Je pense que la façon dont on mesure la croissance aujourd'hui, comme je dis, qui repose sur le keynésianisme et sur l'inflation, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va la mesurer à partir de la fausse monnaie qu'on a créée, la monnaie qu'on a euh, intégrée au système, donc qui a créé l'inflation à partir de boulots, ce que Graeber va appeler des bullshit jobs, donc de la fausse monnaie, des faux boulots qu'on va Ouais. créer, et au final, des faux citoyens qui vont arriver illégalement, quoi. Euh, et en fait, tu peux voir ça vraiment de cette façon-là, quoi, dire que c'est un retour à une authenticité et la vraie croissance. Et la vraie croissance doit être, donc elle doit s'appuyer sur une monnaie stable, qui n'est pas inflationniste, euh, des boulots qui reposent sur la compétence, pas du flan, pas des bullshit jobs, des trucs fake. Et si tu t'imposes ces deux conditions, alors soit ta population va croître et tu vas avoir une croissance économique, puisque la technologie étant déflationniste, c'est-à-dire que plus tu as de technologie, plus les choses que tu crées coûtent moins cher, quoi. Tout à Donc fait. si tu restes avec le même niveau de population, économiquement, d'un point de vue national, ton PIB devrait descendre. Donc pour qu'il croît, en fait, il faut qu'il y ait plus de personnes. Tu vois. Donc Ouais, 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 d'accord. si tu t'imposes de pas tricher sur le capital, sur l'argent, la monnaie, et de pas tricher sur les emplois, ce qui va t'amener la croissance, c'est la croissance démographique. Ouais, ouais. Ouais, Et non, ce tout sera à fait. et, et donc, c'est là où l'IAC ouais, en désaccord avec Nick Land. Eux, ils prônent la croissance démographique. Et comme tu disais avec Musk, euh, lui, il est contre l'inflation, contre les politiques monétaires actuelles. Il est contre les fake jobs, les bullshit jobs. Par contre, il est pour les revenus universels parce qu'il pense que tout le monde doit pouvoir au moins survivre décemment. Mhm. Et il est pour la croissance démographique, il est pour la natalité, quoi. D'accord. Une question pour terminer, un peu retour vers le futur, enfin en tout cas, c'est une petite prédiction. Les modèles de AGI, pour toi, c'est quand, ou en tout cas, qu'est-ce qui se dit sur des dates de sortie, donc des modèles qui seraient capables, si j'ai bien compris, le but, ce serait d'avoir des IA qui peuvent s'auto-créer, qui peuvent s'auto-gérer, si j'ai bien compris. Euh, Ce serait pour quand on parle de 6 mois, on parle de 2 ans, on parle de 10 ans, c'est quoi le rythme? Alors là, tout ce que je pourrais dire ne reposerait pas sur quelque chose de concret parce que c'est pas mon domaine. Moi, je travaille pas dans les IA, donc je peux pas te répondre à cette question concrètement, hein. Je pourrais te répondre, mais ça n'a aucune valeur, hein. D'accord, 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 d'accord. Non, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet qui fascine, qui me fascine à moi pour voir comment on peut s'aider et de voir aussi ce que je trouve fascinant dans l'IA, c'est de voir les différentes utilisations que les gens en font. Je trouve que on dit que l'IA
tue la créativité. Je trouve qu'au contraire, ça force les êtres à faire des choses qui sont complètement différentes de leurs voisins et en plus se trouvent des nouvelles possibilités qui donc de ce fait les rendent beaucoup plus créatifs. Donc c'est sûr, c'est pas vous qui dessinez sur Midjourney, mais c'est vous qui pensez et qui commencez à apprendre ce genre d'outils et de vous laisser un peu court à votre imagination sur papier et ça vous fait des belles images. Et ça avec tous les modèles qui sont disponibles, pas forcément juste en images. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet assez fabuleux et je pense qu'on a tous Ouais. hâte de voir là où ça va nous emmener, au moins sur un espace-temps assez court. Après, sur 10-15 ans, évidemment, personne peut savoir ce qui va se passer, Ben, quoi. en fait, oui, le- l'IA va pas remplacer les managers, quoi, si tu veux. Les managers vont être des bons utilisateurs de l'IA parce que tout ce qu'ils font en dirigeant les gens, c'est du prompt, en fait. Tu vois, quand un directeur artistique définit les conditions pour une campagne, il va prompter les techniciens qui vont le créer. Quand un réalisateur derrière sa caméra dit aux acteurs comment jouer, que faire, c'est du prompt en fait qu'il fait. Oui, non, Et, tout à fait, tout à fait. et par là, ça va permettre à des gens de faire cela sans les contraintes techniques, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans les mois qui vont venir, 6 mois, 2 ans, euh, on va pouvoir observer une amélioration sur la vidéo. Pour l'instant, les vidéos, c'est encore un peu uncanny, quoi, tu vois. Ouais, Mais je pense que assez rapidement, tu vas pouvoir avoir des outils où tu peux définir tel personnage, tu vois, tel lieu, et après tu pourras créer des scènes assez facilement et être un réalisateur complet, quoi, tu vois, où tu vas juste définir au préalable les personnages, les lieux, les scènes, ce qu'ils doivent faire, et que tu pourras créer ce genre de vidéo assez facilement. Donc, ça enlève l'aspect technique. Bien sûr que ça va détruire beaucoup de boulot, mais ça va pas détruire la créativité, par contre. ouais, tout Au à fait. contraire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce que finalement, le manque de technique et t'as pas forcément le temps d'apprendre à dessiner, t'as pas forcément le temps d'apprendre un logiciel de traitement d'image, etc. Finalement, ça restreint plus ta créativité parce que tu vas jamais te mettre à penser à ça parce que tu sais que tu peux pas le faire et que t'as pas forcément tout ce temps à y dédier. Donc ça, c'est pour moi, c'est un des fondaments de l'IA. Euh, je suis par exemple, à titre personnel, très mauvais en écriture. Mais je peux maintenant très facilement écrire des articles puisque je vais m'aider de l'IA pour la rédaction. Et donc, ça me pousse à penser à plus d'articles que j'aimerais voir en écrit. Et donc, le fait de les corriger, parce qu'on repasse toujours un peu derrière, etc., c'est un très bon exercice mental. D'ailleurs, vous, sur votre magazine, est-ce que vous avez un rédacteur qui est IA? Dédié à l'IA? Ah non, 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 qui... qui n'est pas une Wikidata, vraie non. personne. Non, c'est pas ça, non. D'accord. Faudrait peut-être Pardon. s'y mettre, hein. Faudrait peut-être s'y mettre. Mm. Faudrait voir Je si. suis pas sûr. Enfin, on peut s'aider de l'IA, mais je crois qu'il faut quand même qu'on ait quelqu'un derrière qui ait quelque chose à dire, quoi. Ouais, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, c'était plus une petite boutade sur le fait que vous êtes axé là-dessus, donc voilà. Non, mais très bien. Nîmes, je te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et de nous avoir expliqué ces concepts pointus, mais d'une façon assez claire. Je répète, ton compte c'est Rage Culture Mag, donc ça c'est sur Twitter, hein. Allez le suivre, allez lire des articles, etc. C'est très intéressant. Il y a le compte aussi, on va lui faire de la pub, il a rien demandé, mais c'est Bev Jesus, donc c'est un peu le père fondateur de ce mouvement, qui a fait un podcast il y a quelques semaines chez l'américain Lex Friedman, très intéressant. Il parle aussi de physique quantique, enfin il y a plein de trucs où là, pour le coup, comme tu le disais au début, faut des grosses bases en physique pour pouvoir suivre, mais pour ceux qui peuvent
pour ceux qui peuvent le suivre, c'est très intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une très bonne façon de commencer à se mettre dans des nouvelles théories enfin, nouvelles pour vous et moi, mais qui finalement aident à comprendre. En tout cas, qui donnent des clés de réflexion sur ce qui nous entoure. Merci beaucoup, je me répète, mais voilà, merci beaucoup pour être venu ici. Et puis, bah, j'espère à très très vite. En tout cas, moi je vous suis, j'aime beaucoup vos articles, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc merci pour tout. Ben, de rien, vraiment, c'est avec plaisir. Et je dois quand même dire que Bev Bezos a de bien meilleures bases scientifiques que moi, quoi. Il est vraiment dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça se voit quand tu l'entends parler. Chapeau d'ailleurs à Alex Friedman, au mec qui fait l'interview, d'avoir fait une si bonne interview avec un mec aussi calé en face. Je connais pas exactement le pédigré de Alex Friedman en face, mais en tout cas, C'est un très bon intervieweur, hein. Je sais pas quel est son background, mais il interviewe souvent des gens de gros calibre et il maintient une bonne discussion, quoi. Il est assez doué là-dessus. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc chapeau à lui. Et sinon, une dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton magazine pour le futur? Euh, Bonne question. Je sais pas exactement, quoi. Comme je te dis, nous, on n'a pas d'ambition de production ou de buzz, quoi. Donc, je pense que simplement le fait de voir les idées qu'on traite émerger, c'est une grosse satisfaction pour moi parce que ça me semble être le plus important, quoi. Au-delà de qui les porte. Bah écoute, merci Parce beaucoup. qu'elle me semble plus vraie, tout simplement. Eh ben écoute, ouais, on a compris le message en tout cas. Allez voir le compte Twitter Rage Mag Culture et merci de nous suivre aussi nombreux. Merci aux abonnés de Patreon et merci de me suivre aussi nombreux sur Twitter. C'est vraiment très apprécié. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup.